Bonsoir, bienvenue au Méliès. Merci d'être avec nous ce soir pour cette belle rencontre d'un film qui est sorti hier sur beaucoup d'écrans en France et on est ravis de l'accompagner puisque c'est un premier film, une comédie très singulière et voilà, des gens qu'on apprécie énormément, qui l'ont réalisé, qui l'ont fabriqué, qui l'ont produit, qui ont joué dedans. Donc je vais vous demander d'accueillir le réalisateur Bastien Milot qui va nous rejoindre ici, l'acteur principal Pierre Gomet et son producteur Simon Bleuzet, société Take Shelter. Serge, Bastien, Pierre. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est une de vos dernières dates. Vous avez écumé la France et notamment le sud-ouest de la France où se déroule Super Bourré. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit mot en introduction, parce qu'on se retrouvera après, sur l'aventure que c'est de faire vivre un premier film, parce que pour vous, chacun de vous trois, c'est j'imagine, une expérience singulière. Premier film en tant que réalisateur, un premier rôle aussi exposé pour vous, Pierre Gomet, et puis un de vos premiers films produits, Simon, en tant que producteur avec Take Shelter. C'est une longue aventure de plus de 3 ans. On est sorti de la même école donc en 2020, le scénario y est né. Et non, c'est une chance inouïe, c'est très long, c'est très intense. Et là, c'est pas une des dernières projections, c'est littéralement la dernière qu'on fait pour accompagner ce film. Après, c'est terminé, on le laisse partir, donc on est très touché, très ému que ce soit dans cette belle salle et avec vous aujourd'hui. Merci Bastien. Pierre, Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a beaucoup du coup d'émotions parce que on a fait tout ce chemin jusqu'à maintenant et hâte que vous voyez ma grosse tête à l'écran. Bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux. Oui, ça a commencé à Fémis et ça termine un peu aussi à la Fémis, même si on a montré, puisqu'on était à l'école ensemble également. Donc il faut le dire, il ne faut pas brillant. Mais voilà, puis il y a des copains aussi de la promo qui sont là. Donc merci à eux, et puis on se voit tout à l'heure. Ouais. Merci beaucoup à vous trois. Je pensais ne pas le dire, mais effectivement, on était tous les trois, enfin pas Pierre, qui est un petit peu plus jeune que nous, et dans la même promotion, il y a d'autres personnes promo qui ont travaillé sur ce film. Et c'est un petit peu émouvant puisque la promotion a été baptisée du nom d'Abbas Kiarostami, qui est aussi le nom de la salle 4 du Méliès. Très bonne projection. À tout à l'heure. Ah non. C'est pas de ma faute. Il y a Pascal gentil, mais il y a Pascal qui fait péter l'autorité. Compris? Alors je vous demande d'accueillir chaleureusement Bastien Milot et Pierre Gomet qui vont nous rejoindre et on va leur demander de rejouer le début de cette post-crédit, de nous rappeler ce qu'il y a avec lui. Bastien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci. Non, qu'est-ce qu'il dit Non, il dit grosso merdo, rentrez chez vous. Voilà, le film est fini. Comme ça. Voilà, c'est un contre-ordre. Je tiens à saluer dans la salle la présence de beaucoup de membres de l'équipe et aussi de l'entourage. Je sais qu'il y a des proches de Pierre Gomet qui sont là et qui ont vu le film déjà beaucoup de fois. Merci de revenir ce soir au Méliès. C'est-à-dire mon père et ma mère. Voilà. Et je pense que vous n'aviez pas encore vu la tête de votre fils aussi gros sur l'écran, aussi longtemps, dans un plan fixe. Messieurs, merci d'être avec nous pour un dialogue évidemment avec vous. Je pose quelques questions puis je vous laisse la parole. Moi, en voyant Super Bourré, j'ai eu le sentiment de voir un film sur l'héritage, beaucoup, et de manière très multiple, celui des personnages évidemment, un héritage paternel, des deux côtés, et puis un héritage de cinéma, et un héritage qui est le tien, Bastien, qui est celui d'un territoire. Alors, ma question, c'est comment tu as appréhendé un environnement que tu connaissais bien pour en faire un territoire de fiction, et comment surtout tu l'as transmis à tes comédiens, comment tu leur as transmis cet amour du Gers, puisque beaucoup de scènes et une grande partie, toute l'histoire se déroule dans le Gers.
C'est une longue question. Mais en fait, non, la question de l'héritage, c'est vrai que c'est un thème un peu sous-jacent qui est surtout véhiculé par le personnage de Janus, de Pierre. Et pour ce qui est... Vous voulez que je me mette en mode avion, c'est moi? Ça peut être ça. Non, en fait, pour ce qui est de l'amour, en fait, de comment on véhicule l'amour, l'affection qu'on a pour un territoire, c'est assez simple. On y emmène des gens et en fait, je crois, il faudrait que ce soit Pierre qui réponde à cette question parce que moi, forcément, j'y suis. Nina, qui joue Sam, elle habite juste à côté, elle vient d'Agen, donc elle, c'est des paysages qu'elle connaît très bien, des gens qu'elle connaît très bien, donc c'est plutôt à Pierre qu'il faut demander comment tu as trouvé, comment tu l'as intégré là-dedans. L'amour du Gers, on le découvre en y allant, tout simplement. Tu vois, facile. Ah, bah oui, c'est facile, parce que tu rencontres des gens et tu vois, tu vois tout, les paysages et comment les gens sont et tout. Et... T'as juste bien bouffé, quoi. Ah ouais. On a bien mangé, on a fait... bien bu, ouais. Faut pas le dire, mais voilà. J'ai éteint mon micro. Et sur la partie qui concerne l'héritage plus cinématographique, tout ce que tu charries, qui sont des références qui sont... Enfin, j'ai pas envie qu'on ancre le film dans des genres bien définis, même si on a affaire à un teen movie, puisque tu racontes l'histoire d'adolescents, mais c'est en même temps... ça regarde du côté de Don Quichotte. Il y a, visuellement et dans la narration, beaucoup d'influence. Mais je me demandais du coup comment tu avais préparé Pierre et Nina à l'idée de cette suite de péripéties et surtout à l'idée de former un duo aussi soudé, alors que je sais que vous ne connaissiez pas. Pierre, vous êtes un acteur professionnel, on peut le dire. Et Nina, c'était sa première expérience de tournage. Donc voilà, comment créer une synergie entre les deux? En fait, déjà, on n'a pas créé cette synergie autour de la cinéphilie, c'est-à-dire on n'a pas regardé les films qui, moi, m'ont porté pendant mon adolescence, donc forcément les références au teen movie, au buddy movie des années 2000, fin 90, parce que, en fait, c'est pas leur référence à eux, et en fait, non, on a construit ça très humainement, je crois, c'est... Très naturellement. Ouais, au niveau du casting, on a cherché Pierre et Nina à des endroits totalement différents. Et ensuite, ce duo-là s'est construit comme une réelle amitié, c'est-à-dire sur le temps. D'abord une première rencontre où on sent les affinités très tôt, et ensuite ça s'est construit par rapport aux semaines de répétition, aux rigolades, au resto, et aux soirées qu'on passe à lire le scénario, à débattre, à avoir des... Voilà, et en fait, les personnages se ressemblent assez aussi dans la vie pour être amis, vraiment, quoi. Et est-ce que c'est comme ça que toi tu les imaginais en écrivant, en commençant à écrire cette histoire qui du coup, et c'est ce qu'on commençait à évoquer au début, cette histoire elle date déjà de tes années d'études. C'est un film que tu portes qui était ton film de fin d'études à la Fémis et que tu as eu la chance de mettre sur un grand écran assez vite finalement. Est-ce que ce duo il était déjà tel qu'il est maintenant? Ouais, il ressemblait à peu près à ça dans ma tête. Après j'avais... les personnages étaient en tout cas décrits comme ça dans les premières pages, avec une jeune femme talonneuse. J'avais écrit pilier. Ouais, non, la différence, j'avais écrit pilier pour ceux qui connaissent au rugby. Finalement, on a eu une talonneuse, donc c'est pas exactement ça. Et le personnage de Janus, oui, c'était ça, un personnage un peu filiforme et maladroit. Donc c'est à peu près ça. Et moi, ce que je trouve assez jouissif dans la narration, outre évidemment les dialogues qui sont très bien écrits, c'est la manière dont on avance dans cette histoire. Et j'ai le sentiment que on suit vraiment une quête où on va d'objet en objet. C'est-à-dire qu'on doit trouver de l'alcool, qu'on ne trouve pas, et puis finalement on tombe sur une recette. Et avec cette recette, on doit trouver une clé pour ouvrir une cave, puis on trouve un alambic, puis on trouve des prunes. Et en fait, on va comme ça, un objet en entraîne un autre. Est-ce que c'est un peu sur cette dynamique-là que tu as écrit ton histoire? C'est marrant, c'est la première fois qu'on le formule comme ça, et en fait c'est exactement la dynamique d'un jeu de rôle papier. Et en fait effectivement j'ai eu été un petit geek qui joue à Donjons et Dragons, donc ça vient peut-être, c'est peut-être un héritage du jeu de rôle papier. Mais j'ai pas lancé des dés pour déterminer les actions. Donc voilà. Au niveau du mélange des genres, est-ce que ça a été quelque chose qui a été facile à travailler à la fois en termes de production, de l'écriture, et puis aussi au niveau des comédiens, parce qu'en fait vous avez quand même pas mal d'allers-retours entre
de la farce, voilà, assez potache, et en même temps des moments d'émotion beaucoup plus doux et tendres. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez fait la bascule un peu permanente? Parce que le film, du coup, a réussi un équilibre assez génial qui nous transporte, mais comment vous l'avez travaillé tout au long du tournage? En fait, c'est sûr que c'est des trucs vraiment différents. Par exemple, quand on fait des scènes d'humour, mine de rien, c'est hyper technique et des fois, tu dois faire des regards, tu dois te déplacer, faire des petits pas avec tes marques et tout. Et pour que ce soit drôle, il faut que ce soit hyper carré en fait. Tandis que quand tu joues une scène d'émotion, j'ai l'impression que c'est un peu plus dans le ressenti, où tu livres un peu de toi-même, etc. quoi. C'est toi, Bastien, qui avait chorégraphié ces scènes d'humour, qui calait justement ces marques au sol, les temps, le tempo, etc. Ouais, j'étais hyper chiant avec lui parce que. Oui. Non, mais parce qu'en fait, l'humour, c'est 80% de rythme. Donc, en fait, ça sonne. C'est très précis, ça se joue à rien. Un temps de pause, un quart de seconde trop court ou trop long, des fois, ça rend. Enfin, c'est fou, quoi. Ça rend une blague vraiment beaucoup moins drôle à une fraction de seconde près. Et ça se retravaille aussi au montage. On s'en rend compte au montage, c'est assez flagrant. Et il a raison sur l'émotion, enfin les scènes d'émotion, les trucs comme ça sont plus vraiment une question d'humain et de représentation que de rythme. Donc ouais, c'est deux écoles un peu différentes. Mais qui se marient et je trouve qu'ils se correspondent très bien. C'est pour ça que quand tu posais la question de est-ce que c'est un problème de segmenter ou d'associer les genres, ça l'a été pour quelques-uns qui pensent qu'un genre doit rester dans ses règles et tout ça, mais alors que je trouve que c'est très poreux, ça devrait être très poreux dans le cinéma. Enfin, en tout cas, dans mes goûts à moi, c'est ce que j'aime, quoi. Et alors, une dernière question peut-être avant de passer la parole aux spectatrices et spectateurs. Sur cette question du découpage très précis, du rythme, du burlesque et tout ça, comment on fait pour travailler avec des acteurs et actrices qui improvisent? Parce que là, il y a aussi des voix et des visages qui sont connus. Je pense à Moscato, par exemple. Et j'imagine qu'ils ne se sont pas contentés de jouer une partition, un texte que tu avais écrit, mais qu'ils ont aussi lancé dans des diatribes un peu plus longues. Ouais, clairement. Mais après, il y a des gens qui, même dans la vie de tous les jours, ont naturellement ce sens de la comédie dans leur phrasé, dans leur manière de parler. Vincent Moscato, par exemple, c'est complètement son cas. On n'a pas besoin de l'aider au montage parce qu'il a naturellement cette espèce de dynamique extraordinaire de comédie. Non, en fait, c'est avec Vincent, par exemple, c'était la règle, mais même pour eux, c'était une fois que la scène est rentrée, qu'on ait du temps, on laisse tourner le temps qu'on peut. Et en fait, c'est des comédiens qui sont très généreux, donc ils apportent beaucoup de comédie d'eux-mêmes, en fait. La scène est rentrée, ça veut dire que toi, tu es satisfait de ce qui vient de... Oui, pardon, c'est que le scénario, enfin les dialogues et ce qui est écrit est dans la boîte. Et ici, il nous reste du temps, des propositions, on demande des propositions. Moi, je suis très demandeur d'heureux accidents ou des propositions. En fait, je suis assez satisfait quand les comédiens arrivent à battre mon ego de scénariste. Ils arrivent voilà. Enfin, si les blagues sont pas de moi, mais sont plus drôles, ça me fait plaisir, quoi. Oui, parce que du coup, je rappelle que Bastien Milot a une formation de scénariste à la base, et du coup, il réalise ses propres histoires. Est-ce que il y a des remarques, des questions parmi vous? Auquel cas, je vous donne avec plaisir ce micro. Ah, j'entends juste bravo, quand même. Voilà, vous pouvez le dire à voix haute, hein, ça lui fera plaisir. Ah, c'est intimide. Mais soyez pas timide, justement. On peut continuer un petit peu parce que c'est vrai que sur cette thématique du mélange des genres, bon, même si moi je trouve que c'est un film qui est quand même assez fidèle à son ambition de départ, et j'ai cru comprendre que ça avait beaucoup ri dans la salle aussi. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le traitement sonore et musical, et surtout musical, et la manière dont tu avais mélangé des choses, j'imagine, qui font partie de toi, tes goûts en tant que mélomane. Mais le film passe par un côté assez folklorique, voire le folklore au sens de la country, quelque chose qui appartient au banjo, etc. Et en même temps, du rock, et les ruptures de ton passent beaucoup par ça aussi, dans la dynamique de comédie.
Ouais, je me suis fait plaisir. Alors moi, je suis un grand fan de banjo. Il n'y en a pas beaucoup en France, mais on fait partie d'un petit groupe de hipsters qui aiment bien ce truc-là. Ouais, c'est un son, moi je trouve qu'il fait très... c'est à la fois très cheap et très nostalgique, hein, selon, je sais pas, moi ça me parle beaucoup. Après, pour les ruptures de ton, oui, on a aussi mis des morceaux moi, qui me faisaient très plaisir et on a essayé de nourrir un maximum les arrière-plans sonores. Alors là, aujourd'hui, on a la chance parce qu'on a Noémie Oraison qui est dans la salle, qui a été monteuse son sur ce film et on s'est beaucoup amusé à remplir, à trouver des idées pour justement faire des arrière-plans et des hors-champs au son et ça joue beaucoup quoi. Même si c'est des fois il faut tendre un peu l'oreille, il y a plein de trucs qui sont planqués et qu'on s'est beaucoup amusé à trouver quoi. Et sur cette dynamique de plusieurs plans, c'est aussi quelque chose que tu travailles à l'image. Et est-ce que tu écris tes scènes en racontant déjà un arrière-plan comique? Je pensais à la scène du skatepark par exemple. Ah oui, au skatepark, il y a effectivement, là je me souviens plus, mais généralement oui c'est écrit, il y a beaucoup de pendant ce temps machin se casse la gueule et il y a beaucoup de pendant ce temps au scénario. Ouais. Et avec même, enfin tu pousses l'idée jusqu'à créer un personnage pendant ce temps, qui est le personnage de Jean-Michel, qui est presque un personnage d'arrière-plan qui est là. Et pour le coup, moi, ça me fait vraiment beaucoup penser à une forme de bande dessinée et à certains personnages de bande dessinée. Je pense à Gottlieb, par exemple, qui place beaucoup de petits personnages qui font des choses parfois incompréhensibles dans certains coins des cases. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous parles de ton rapport à la BD, parce que j'ai l'impression que ça infuse beaucoup ton écriture. Alors c'est très bien vu. Alors je peux pas me considérer par rapport aux vrais amateurs de BD comme un amateur de BD. J'aime beaucoup ça, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai la compile de rubriques à braque de Gottlieb en gros dans ma bibliothèque, donc touché. Mais ouais, c'est une grosse ref et effectivement je trouve que les gags visuels en BD sont hyper inspirants. Pour ça, de trouver, je sais, Astérix fait beaucoup ça aussi, beaucoup de petits gags. En arrière-plan, ouais. Et puis même en l'occurrence, dans certaines compositions de plans, je suis pas un giga fan de western. Enfin, je regarde peu de western au cinéma, mais j'ai beaucoup de western en BD. Et en l'occurrence, je sais que j'en ai relu pas mal pour trouver des inspi de plans larges ou des trucs comme ça. On le ressent bien. Ah. Alors peut-être pour vous inciter à prendre la parole, ne serait-ce que pour donner votre ressenti, parce qu'un premier film, ça va à la rencontre de ses premiers spectateurs. Sachez qu'il y a des badges du film que potentiellement le producteur ou la distributrice pourront vous en distribuer à la sortie de cette salle. N'hésitez pas à prendre le micro, n'hésitez pas à demander un badge aussi, même si vous ne prenez pas le micro, on vous en tiendra pas rigueur. J'ai cru que tu allais dire si vous posez une question, vous aurez un badge. C'était une manière détournée de dire. D'accord, ok. Non, mais c'est clairement ça. On va pas se mentir. C'est le ressenti. Les timides n'ont pas de badge. Non, je voulais juste, moi j'ai adoré, et par rapport à l'époque actuelle, de plus en plus bien pensante, pour ne pas dire autre chose, vous avez réfléchi au titre, à ce que le film aborde quand même, c'est un thème qui bientôt peut-être sera interdit, l'alcool et ce qu'on en fait festivement. Oui, mais ça c'est entre guillemets dit à travers le personnage interprété par Barbara, qui est Barbara Schultz, donc la mairesse, qui est complètement dans cette dynamique-là, qui est une dynamique qui n'existait pas politiquement il y a 20-30 ans. Donc, Son mari est mort. Oui, son mari est mort, mais pour autant, je pense qu'il y a 30 ans, son mari est mort, on en dit, bon, c'est comme ça, quoi. Non, mais c'est vrai. Ça a été... Et là, aujourd'hui, on met le doigt sur un vrai problème de société, et donc ce personnage aussi, il est là pour ça. Non pas que on l'a mis là pour justement se défendre de quoi que ce soit, c'est juste que c'est des personnages qui existent aujourd'hui, c'est des arguments qui sont recevables et qu'on prend au sérieux, donc... non, le titre, il est un petit peu provocateur, oui, mais justement pour après quand même qu'on comprenne que c'est pas si frontal ou bourrin que ça, quoi. Alors peut-être rappeler que bon, c'est un titre qui fait écho à plusieurs choses aussi, puisque
Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Super Grave de Greg Mottola, mais qui est quand même un des summums du teen movie américain, et qui, d'après ce que j'ai compris, partage des ressorts scénaristiques sans que ce soit une intention première de ta part. Non, en fait, c'est juste le point de départ, mais qui est un point de départ presque un MacGuffin, comme on dit. C'est-à-dire ça génère de l'action au départ. C'est des gamins qui doivent ramener de l'alcool à la soirée de fin d'année. Le point de départ, le point commun, le gros point commun, il est là. Après, pour les gags et les scènes de comédie qui s'ensuivent, c'est pas la même histoire. Donc, non, le titre est une référence un petit peu. C'est une coïncidence au final. Parce que vraiment, c'était pas du tout le film n'a pas été écrit par rapport à Super Grave et tout ça, mais en fait, on s'est rendu compte après qu'il y a effectivement des similitudes dans certains points. Notamment d'ailleurs, en fait, il y a le début et la fin, parce que la fin, c'est aussi une histoire de séparation super grave. Mais ça, pareil, c'était inscrit dans le projet depuis très longtemps. Et moi, je me demandais, parce que quand on aborde le genre du teen movie, il y a un univers qui est immédiatement associé, c'est la cour d'école, l'environnement scolaire. Et est-ce qu'il y a eu à un moment donné l'idée de situer davantage le film dans l'enceinte du lycée, puisque finalement qu'on voit assez peu? Non, ça n'a pas trop été le cas, parce que pour le coup, c'est vraiment un film de vadrouille. Donc c'est plus l'en dehors du lycée qui est le cadre de ça. Non, j'ai un petit bug de cerveau, pour être honnête, parce que c'est vrai qu'on a, je sais pas si on avait prévu d'en parler, mais c'était l'occasion de faire d'avoir une pensée pour Sophie Filière, qui joue justement dans cette salle de classe, donc qui nous a quittés après. Moi, je sais pas si, c'est celle qui dit vos gueules aux gamins, donc c'est moi, je sais pas comment vous l'avez trouvé, moi je la trouve vraiment très géniale dans ce film, donc on avait dit qu'on aurait une pensée pour elle ce soir, parce que voilà, nous, elle était intervenante à la FEMI, c'est comme ça qu'on l'a rencontrée, et voilà, c'était une magnifique rencontre, et voilà, on va penser pour elle. Et une grande cinéaste. Oui. Voilà. Pensez pour Sophie Filière. Oui. Pierre, j'aimerais bien vous entendre un petit peu aussi sur cette expérience de tournage je sais pas exactement pour vous quels étaient les défis. C'est la première fois que vous portez un film sur vos épaules et celle de Nina, votre comparse. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes préparé à jouer ce jeune homme qui avait exactement le même âge que vous au moment du tournage? Ouais, totalement. Je venais de finir le lycée, mais déjà je suis parti avec beaucoup d'appréhension. C'est vrai qu'il y avait du stress et tout. Je voulais faire bien parce que j'avais jamais fait de rôle principal, etc. Donc je me disais, si je fais une connerie, si je fais pas bien, ça va mal rendre, etc. Donc, mais heureusement, comme on travaillait ensemble tout le temps, etc., qu'il y avait une semaine de préparation, on s'est mis dans le bain, quoi, et au fur et à mesure des jours, on apprend à moins paniquer, clairement, et du coup, il y a moins de stress et on travaille mieux. Mais c'est vrai que c'était vachement stressant au début. Et non. Tiens, à souligner que Pierre Gomet a déjà une dizaine de longs métrages dans sa filmographie et tournez depuis déjà presque 10 ans. Plus de 10 ans. Non, pardon. 7-8 ans. 7-8 ans. Voilà, ça a commencé avec Le Petit Spirou, c'est ça? C'est ça, d'ailleurs c'était mon tout premier casting. J'avais déjà fait un court métrage avec un réalisateur qui s'appelle Elie Monca, mais Le Petit Spirou c'était vraiment le premier casting et d'ailleurs le premier film que j'ai fait. Et alors, en fait, toutes ces questions ont amené une très précise, qui est une question, je ne sais pas si c'est une technique de jeu, mais alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous préparez une scène où vous êtes ivre? Avec beaucoup d'expérience, déjà, et non, mine de rien, on en a tous vu des gens bourrés, etc. Donc, tu t'inspires de ce que tu vois et de ce que tu entends, et de commenter aussi toi-même, mine de rien, ça type, tu parles comme ça et tu vois, tu fais des trucs comme ça. On a fait, en fait, juste avant la semaine de préparation, c'était la période des fêtes de village dans le Gers, donc on a fait des stages en immersion. J'emmenais mes comédiens travailler en fête de village, et voilà, c'était de l'observation beaucoup. Surtout que là-bas, tu leur dis,
tu leur dis ah non je veux pas boire, vous inquiétez pas, et si tu vas boire, tiens. Du coup, c'est sûr que ça te met dans le bain. Merci. Des questions, des réactions, n'hésitez pas. Oui. Alors déjà, bravo. Et, je suis intéressée par ce que Nina pense, et puis est-ce que vous avez suscité une vocation chez elle? Voilà, vous avez dû être un partenaire vraiment aidant pour elle, et elle a l'air de s'amuser en tout cas. Enfin voilà, moi je l'ai trouvée assez géniale, donc je voulais savoir ce qui va advenir pour elle. Alors, il faut savoir que Nina, c'est une jeune femme hyper pragmatique. Donc là, pour l'instant, c'était vraiment elle voyait vraiment ça comme une parenthèse. Elle faisait ça et ensuite elle reprenait ses études d'infirmière à côté d'Agen. Donc là, c'est ce qu'elle fait. Elle s'est dit ça. Elle continue, elle finit ce truc-là. Mais on a bien senti quand même, surtout ces derniers temps, avec tout ce qui se passe, que ça la travaille un peu. Et je pense que là, elle réfléchit. Ça lui a plu. Et donc je pense que si jamais on lui propose quelque chose d'intéressant, elle va réfléchir. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous l'avez casté? Comment on l'a casté? Alors ça a commencé avec notre directrice de casting, Marie Canté, qui a d'abord, par rapport au personnage, en fait, on a directement lancé des annonces en casting sauvage dans les clubs de rugby féminin autour d'Agen pour gagner du temps. Et on demandait une vidéo de présentation, et en fait c'est allé très vite parce que elle nous a envoyé une vidéo où elle avait un énorme bosse sur le crâne parce qu'elle avait pété trop de glaçons avec sa tête la veille. Donc là on s'est immédiatement dit qu'il y avait un potentiel fort chez cette jeune femme. Et on l'a rencontrée, on s'est pas trompé parce que vraiment l'intuition était là, elle était comme elle le dit, nature peinture. Et elle avait tout déjà. Donc on a fait un premier casting, un deuxième, on a travaillé ensemble et ensuite il restait juste l'épreuve de la rencontre et former le duo, et en fait ça a marché au bout de 15 secondes. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et est-ce que, enfin je veux dire, est-ce que tu as à un moment donné cédé à une forme de tentation de construire une histoire d'amour entre les deux personnages? Parce qu'il y a quand même un équilibre très subtil qui joue beaucoup par le regard, les regards de la salle de classe, puis ceux par des portes entrouvertes, tout ça. Le doute persiste jusqu'au bout, même si on comprend bien que c'est un amour amical et qu'il y a un deuil d'une amitié et peut-être un deuil d'un amour qui s'est fait bien avant. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as construit ce fil très ténu qui les unit et qui forme une forme, il y a presque un triangle amoureux quand même. Oui, complètement. Alors, il y en a eu des versions de scénario, et dans aucune, il y a un bisou. Il n'y a jamais eu de bisou, il n'y a jamais eu écrit le mot bisou, que ce soit entre Pierre et Esther, entre Janus et Esther, ou Janus et Nina. C'est une relation amicale qui est éprouvée par les événements. Donc, quand on a 17 ans et que c'est une amitié qui passe par l'épreuve de la jalousie et de la peur de perdre quelqu'un, ça se confond, ça peut se confondre avec les symptômes d'un sentiment amoureux. Donc c'est plutôt ça qui se raconte, mais en tout cas c'est l'histoire d'un amour vraiment amical et fraternel en tout cas. Et alors quelques dernières questions, mais moi un truc que je me suis dit, c'est sur la quantité d'expressions qui sont peut-être apportées aussi par Nina. Mais il y a quand même une espèce de glossaire d'expressions très imagées du Sud-Ouest. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, j'en ai peut-être trop? Est-ce qu'il y en a que tu dis, c'est pas possible, c'est expression sur expression? Non, alors là, c'est le moment de faire un autre big up à notre monteur Romain Boileau qui est ici ce soir, avec qui on a beaucoup travaillé. Je pense qu'il mérite des applaudissements pour la scène de la TurboCast notamment. Parce que là, on a dû dérocher une quantité d'expressions, parce qu'on a regardé quand même dans le glossaire déjà existant de la langue française sur toutes les expressions, toutes les métaphores associées au fait d'aller chier. C'est très riche. Et en plus de ça, oui, Nina, on a mélangé deux en nous sortant que le TGV allait sortir de l'aéroport, et c'est resté, mais c'est un accident total. Et après, non, en plus de ça, il y a les expressions du Sud-Ouest qui sont... Ouais, on travaille beaucoup la métaphore dans le Sud.
Et là, pareil, on a des personnages, les têtes de frangipane et tout ça, c'est des expressions propres aux gens qui les utilisent. Donc, moi, ouais, j'adore ça. Il y en a beaucoup au scénario et il y en a beaucoup plus qui sont rajoutés au tournage. Est-ce que vous avez une... Oui, la rencontre avec la salle, comment ça s'est fait? La rencontre avec la salle. Oui. Non, Jean Lassalle. Jean Lassalle. Ça s'est fait sur, au départ, un quiproquo. C'est-à-dire que il nous fallait des personnalités un petit peu représentatives du Sud-Ouest, et dans cette génération-là, il n'y en avait que deux qui nous venaient en tête de vivantes, c'était Francis Cabrel et Jean Lassalle, avec des accents forts, et voilà, cet âge-là. Jean Lassalle, Francis Cabrel, voilà, il a une vie monacale, donc il nous a pas répondu pour jouer, mais on a eu la chance de l'avoir dans la musique, on est hyper content. Et en fait, c'est Vincent Moscato qui a contacté Jean Lassalle, et en fait, il a compris que c'était lui qui réalisait le film. Et donc, en fait, il est venu, il s'est rendu compte qu'il n'était pas là, et ça l'amusait quand même, donc il est resté. Voilà, mais je crois qu'à l'heure actuelle, je suis pas sûr qu'il ait compris que soit le réalisateur, je sais pas encore s'il a compris trop le principe de ce que c'était. En tout cas, il pense que c'est le film de Vincent Moscato, il en est très content. Et moi j'aimerais bien qu'on termine sur le plaisir, parce que j'ai l'impression que c'est un film où tu n'as pas renoncé, tu n'as pas renoncé à tes envies. Et j'aimerais que vous nous parliez un peu de moments où vous vous êtes fait plaisir sur le tournage. Moi, il y a une scène qui me vient en tête, et j'ai l'impression que notamment la scène de l'Alambic est une scène assez géniale, parce qu'on est dans un registre quasiment enfantin de construction, réparation, production d'un élixir, etc. Et du coup, voilà, si vous pouviez nous raconter un peu les moments de joie, le moment de joie de votre tournage sur Superbourré. Ouais, il y en a eu plein. Mais c'est vrai que l'Alambic, c'était sacrément fun à faire. On s'est bien crassé. Il y avait... et puis, je crois même que tu nous as filmé pendant qu'on dansait, et ça, c'était pas prévu du tout. Tu vois, c'était juste, on était là, pendant la pause, on dansait, et toi, t'as piqué les images. Et non. Ouais, bah c'est un vrai plaisir, je pense, notamment pour les comédiens, mais même pour moi, toute la scène de la cave, l'Alambic, c'est un décor qui est entièrement construit. Donc, on a découvert le décor, en fait, il s'est construit pendant qu'on tournait d'autres scènes. Et on l'a découvert un matin, en tout cas les comédiens l'ont découvert en même temps que leur personnage. Et donc, moi, c'est un truc aussi régressif de découvrir quelque chose d'interdit, d'un peu obscur, très Goonies. Et de travailler dans ce décor-là, ouais, c'est vrai que c'était chouette. Puis c'est un objet assez fascinant quand même, ce gros machin en cuivre. Avec la véritable plaque de la ville de Condon quand même. Oui, c'est vrai. Une authenticité remarquable. Écoutez, si vous avez une dernière question, n'hésitez pas, je viens vers vous. Et sinon, je voudrais remercier nos deux invités de ce soir, Pierre et Bastien. Merci beaucoup d'avoir porté au Méliès ce premier film qu'on est ravis d'accompagner. Bravo. Le film vient tout juste de sortir, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il est diffusé assez largement et dans beaucoup de salles à Paris, en périphérie. Merci aux producteurs et à la distributrice. Merci Simon, merci Lila. Et un mot pour vous dire que Take Shelter est une jeune boîte de société de production. On avait accompagné Chevalier Noir, qui est un film iranien qu'ils avaient produit, et on aura plaisir à les retrouver le 19 septembre pour une rencontre avec une réalisatrice franco-sénégalaise, Ramata Toulaïsi, qui était en compétition officielle au Festival de Cannes. Ils ont produit Banel et Adama, qui est sorti hier, voilà, on sortira un petit peu plus tard. Donc voilà, vive les sociétés de production qui jouent la carte de l'éclectisme. Et merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Oui, il faut distribuer des badges. Ah oui. Oui, on va distribuer des badges. D'accord, parce qu'en vrai, il n'y en a pas assez.